activité officielle, il faudrait peut-être essayer de plonger dans ces raffinements du Cévennes qui sont les vôtres, c'est-à-dire aller au Vigan, où vous avez vécu votre prime jeunesse. D'accord, je vais vous y amener. Seulement, nous n'y allons pas seulement en pèlerinage ténien, c'est-à-dire pour retrouver le déterminisme initial. Plus que ça, il y a l'inconscient collectif, nous sommes sur des choses infiniment plus vastes. Allez, nous allons au Vigan, je vous y amène. Je crois, et puis vous êtes ici peut-être au centre, vous êtes à l'endroit qu'on peut marquer d'une croix, vous savez. Là où passe le cours d'eau et la route. Et la route depuis très longtemps. Les deux sources de vie. Oui, les deux sources de vie, la croix sur laquelle se fixe la vie humaine. Et alors ici, depuis des millénaires, un point habité, le Vigan, Vicus, Vicanus, la petite cité qui, comment dirais-je, comme un petit accordéon au cours des siècles, passe de 2500 à 5000 habitants. Jamais beaucoup plus de 5000. Et depuis les temps historiques, jamais beaucoup moins de 2000. Après les pestes, après les guerres de religion, après les grands malheurs, après les guerres. Mais, voyez ce pont-là. Les cartes postales disent le pont romain. Non, il y a un nid en trop, c'est le pont roman. C'est le pont roman. Mais regardez, les ancêtres étaient tout à fait malins. Si l'arche est comme ça, si haute, si élevée au-dessus du fleuve, ce n'est pas simplement pour l'esthétique et la beauté, c'est parce que dans les grandes crues d'automne ou d'hiver, les troncs d'arbres descendent là, l'eau monte presque à toucher le haut des claveaux du pont. Alors là, nous sommes ici dans la ville qui a été non pas la ville où je suis né, puisque je suis né à Nîmes, qui est la capitale. Ici, nous avons deux capitales. Il y a eu Nîmes, il y a Nîmes, et puis il y a eu Montpellier. Montpellier, c'était la ville où on allait décapiter nos ancêtres. Au temps des guerres de religion, c'est à Montpellier qu'il y avait la roue, la potence, le gibet, etc. C'était très important. Mais cette ville a été pour moi la ville de l'enfance. Et en haussant un peu le ton, je pourrais dire, mais ne haussons pas le ton, ce n'est pas la peine, je pourrais dire, ça a été la ville où j'ai fait la découverte du monde. La découverte du monde et la découverte des autres hommes. Et dans ce pays, comme vous disiez tout à l'heure, pur mais rude aussi, pur et dur. Qui forme les hommes. Qui forme les hommes, je crois, oui, je crois. Je crois. Nous avions nos plaisirs, tenez, il y en a un là. J'ai beaucoup nagé dans ces torrents, il y a beaucoup d'eau là-dedans, il y a 4 ou 5 mètres de fond. C'est glacial en plus de ça. Et j'ai beau être un homme du pays, je ne me suis jamais habitué à l'eau froide, jamais eu cette horreur. Et puis nous avions une chose que les jeunes gens d'aujourd'hui, les jeunes gens d'aujourd'hui, ils ne nagent plus là-dedans, ils ont leur piscine olympique, semi-olympique, avec des professeurs de crawl. Nous autres, nous nagions comme des Indiens. Oh, je ne veux pas faire le vieux monsieur qui regrette le temps passé. Bravo pour la piscine d'aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'alors nous étions une race de chasseurs alpins. On partait d'ici et on montait là-haut sur les montagnes où nous allons aller demain, après-demain, je ne sais pas. Des montagnes qui sont encore couvertes de neige. Maintenant, nous sommes à Pâques. Il y a 1,80 m de neige là-haut et je vous prie de croire que c'est alors le pays dur, très dur. C'est une ville au fond de la vallée. Elle est tapie, elle a l'air d'attendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a attendu au cours des millénaires? Elle a attendu la venue des hommes. Des hommes sont nés ici, ils y ont épuisé leur destin. Un destin contrasté, un destin parfois violent, toujours dur. Alors ce que je vois d'abord, c'est la petite ville dans son ensemble, au bord de sa rivière, avec son vieux pont. Et ici, nous sommes à la fois en Cévennes, fils du Sud et du Septentrion. C'est pas mal, vous savez. C'est le Septentrion, pourquoi? À cause de l'altitude. Quand nous gagnons 200-300 mètres en hauteur, nous changeons, vous le verrez tout à l'heure, vous le verrez ces jours-ci, quand nous allons courir à travers les Cévennes. Il y a d'abord la zone des jardins, en bas, au bord des rivières, comme ici, au bord de l'Ar. Et puis, il y a la zone des vignes. Il y a quelque chose dont je n'ai retrouvé l'équivalent que chez les Incas. C'est l'air curieux, oui. Ce sont les cultures en terrasse. La montagne est une pente abrupte et les hommes, au cours des siècles, pour racheter la pente, ont fait des petits murs que nous appelons des traversiers ici. Et ces petits murs permettent d'avoir de la terre en terrasse à l'horizontale.
Y a-t-il des maisons, des places, des endroits particuliers qui évoquent pour vous des souvenirs, Oui, qui sont oui. peut-être des liens directs avec votre passé? J'ai eu la façade du château d'Assas, nous la regarderons, elle est assez noble, elle est assez belle, pendant toute mon enfance. Et puis il y avait la statue du chevalier d'Assas. Le chevalier d'Assas, c'était l'héroïsme aristocratique. Mais il n'y a pas que les aristocrates sur les champs de bataille. Alors au Vigan, on a inauguré la statue du sergent Trière, qui était un brave prolétaire viganais, qui lui s'est fait sauter à El Arish, je crois, je ne sais où, en Égypte avec Bonaparte, pour ne pas rendre la redoute qui lui avait été confiée. Et puis alors, mon Dieu, oui, les maisons, il y a la maison du 11 à la rue de l'Horloge, qui a été la maison de mon enfance. Et puis les petites rues, parce que nous sommes ici dans une ville de la Méditerranée, c'est-à-dire que les rues se serrent pour qu'il y fasse frais l'été et autant que possible chaud l'hiver, car c'est un climat très contrasté. Mais alors ce qu'il va falloir aller visiter, c'est le musée. Parce que vous savez, depuis le début des âges jusqu'à mon enfance, la vie avait très peu changé ici. On mangeait des châtaignes, on marchait au pas des bœufs, les paysans descendaient leurs bois de la montagne avec de grands chars à bœufs, à l'allure mérovingienne. Tout ceci était extrêmement stable. Depuis un demi-siècle, tout a changé d'une façon vertigineuse. Il y a quand même des choses qui restent, mais les gens de cette ville ont voulu fixer ce qui est en train de se défaire, et en particulier ce que l'on ne verra plus, les colliers pleins de piquants par lesquels on repoussait les loups, la maison du berger, dans laquelle les bergers gardaient sur les drailles de la transhumance, gardaient les grands troupeaux de 5000 moutons. Tout cela, on l'a fixé. Eh bien, monsieur le maire, vous l'avez voulu et vous l'avez, votre musée, hein? Oui, maître, je l'ai et je suis satisfait d'avoir eu l'idée avec monsieur Gorlier de monter un musée au Vigan. Nous avons été aidés par madame Tessier-Ducrot, qui est devenue le conservateur bénévole pour la municipalité de ce musée que vous voyez devant vous. Ici, c'est la première pièce qui a été montée avec la soie. Là, nous avons un métier à faire débat. Oui. Grande industrie de notre vallée et de nos vallées. Oui. Combien de temps fallait-il, avec un métier comme cela, à un homme pour faire une paire de bas? Évidemment, un homme mettait plus ou moins de temps parce qu'en général, ce métier-là était dans les familles. Et on occupait ce métier quand on rentrait du travail, oui, ou quand le temps était mauvais et qu'on restait à travailler à la maison. Mais combien d'heures? En général, il fallait un peu plus de 10 heures pour sortir un bas de soie. Bon, à l'heure actuelle, avec vos métiers circulaires? Eh bien, on a des métiers circulaires où on arrive à faire 3 bas en 4 ou 5 minutes. Bon, ça va. Oui. Alors on comprend combien le monde est transformé par des choses comme ça. Seulement, les bas valent 200 francs. Oui. Ils ne durent pas très longtemps. Ah non, et on ne les retrouvera pas dans les armoires comme on a retrouvé les bas de nos grands-mères. Pas du tout. Vous avez là des bas qui sont du temps du Second Empire. Oui. Vous en avez d'autres qui sont de la Restauration. Bon, tout se transforme, mais la vie reste toujours à peu près la même. Eh bien, madame, ce musée que nous venons de visiter, cette salle d'art et tradition populaire, c'est vous qui lui avez donné le jour, qui l'avez ordonné, qui lui avez donné sa cadence. Mais oui, maître. Suivant les traditions de l'école muséographique de notre ami Georges-Henri Rivière, exactement, qui est un des meilleurs muséographes du monde, et la petite ville du Vigan, un très beau musée. 4-5 000 habitants et un musée de tout premier ordre. Ce que je voudrais vous demander, c'est la difficulté à laquelle vous heurtez pour trouver les objets anciens à l'heure actuelle. Il y a 8 à 10 ans, quand nous avons commencé le musée, il n'y avait absolument aucune difficulté. Les gens donnaient très facilement, surtout si on leur demandait des objets qui venaient de leur grenier ou de leur grange. Mais à l'heure actuelle, c'est de plus en plus difficile. Et on est son propre ennemi, en ce sens que sitôt qu'un objet est exposé, ça lui donne de la valeur. Est-ce que vous pensez encore pouvoir ouvrir d'autres salles après celle du tonnelier? Mais je l'espère, j'ai encore un nombre suffisant d'objets, et d'ailleurs déjà les vitrines, il ne manque plus que la remise en état de la salle pour faire une importante salle des métiers au rez-de-chaussée. La salle d'accueil comprendra également quelques beaux objets d'accueil. Et enfin, j'espère que nous ferons une salle d'histoire au 2e étage. J'ai déjà pas mal d'objets pour meubler cette salle d'histoire.
Bon. Des tableaux, des costumes anciens et des documents, dont l'essentiel d'ailleurs est ce document de votre thèse. Oui. Ah, nous sommes gens qui vivons dans l'histoire, mais vivant dans l'histoire et dans le temps présent aussi. Mes amis viganais ont eu la gentillesse de ne pas attendre que je sois mort pour me consacrer une salle dans leur musée. Ben voilà, nous y sommes. Et vous êtes un peu la partie vivante, si je veux dire, de ce musée, puisque vous êtes d'abord un ami d'André Chanson, puis également par votre père, qui, je crois, était le maître d'André Chanson. Mais oui, il a été mon Oui. directeur d'école, Oui, oui. avec le père Martin à côté, Qui vit encore. qui vit encore et qui n'est pas un jeune homme. Non. Forcément. Non, il n'est pas un jeune homme. Et alors il y avait M. Gorlier qui était directeur d'école, le père Martin qui était mon maître ici, et au-dessus, voyez-vous, il y a un autre de mes instituteurs, le père Finiel. Lui, c'est un paysan. Le père Finiel était un paysan qui cultivait la vigne de ma grand-mère. Alors ces messieurs-là, eh bien, ils cultivaient les jardins de l'esprit. Et le père Finiel cultivait la vigne de grand-mère. Et pour moi, il avait des prestiges extraordinaires. Tout jeune, il avait travaillé à la route qui monte à la montagne. Et c'est lui qui m'a raconté les hommes de la route. Sans lui, je n'aurais pas écrit les hommes de la route. Et puis il était autre chose, il était ancien mobile du Gard à la guerre de 70. Il s'était battu à Beaune-la-Rolande, là où je crois a été tué Basile, le grand peintre montpelliérain. Alors il me racontait à la fois la paix, les travaux de la paix, la route, et les travaux de la guerre. Il avait d'autres particularités. Il a été, je crois, le premier socialiste du canton du Vigan. Et en plus de ça, il a été mon maître, non pas en langue française, mais si je parle encore le sévenol, c'est au père Finiel que je le dois. Vous savez, c'est très curieux. Ici, au Vigan, je suis dans ma famille maternelle. Celui que vous voyez là, c'est mon grand-père. C'est même mon arrière-grand-père. On l'appelait Aldebert le Républicain. Aldebert le Républicain, ce n'était pas un surnom de n'importe quoi. Parce qu'il était Aldebert le Républicain sous l'Empire. J'ai encore le numéro de l'Écho des Cévennes, le journal local, où le jour de sa mort, le maire du Vigan a prononcé un grand discours, parce que cet homme était un paysan, c'était un homme aussi simple que possible. Il parcourait les routes du canton dans sa carriole à cheval. Et justement, le maire, faisant son discours funéraire, disait « La carriole branlante qui s'avance dans le soir », elle recueille le garçon attardé, la vieille femme avec son fagot de bois, et quand arrivé à destination, les gens demandent « Qui êtes-vous » Il répond « Je suis Aldebert, le Républicain ». Bon, mais ça, c'est un côté de la famille. Vous savez, nous avons tous derrière nous le front des 4, et puis le front des 8, et puis le front des 16. Bon, alors le front des 4, pour moi, c'est 3 Cévenols. La famille Aldebert, maternelle, et un Chanson qui descend du Pompidou, et puis une Girard qui, elle, est une Camarguaise. Tout ça uni par quoi? Par la religion protestante. Famille d'hérétiques. Il y a longtemps que ça dure. Nous avons eu les Cathares dans cette région, après les Cathares, nous avons eu les Camisards. Je suis de cette race qui n'est pas d'accord. Puis là, il y a ma grand-mère qui était une protestante, une femme de foi. Le jour où vers 16-17 ans, je lui ai dit « Grand-mère, tu sais, je lis des livres philosophiques. Je ne peux plus croire comme vous croyez, toi et tes amis. » « Tu ne crois plus, mon petit? Qu'est-ce que cela peut faire? Il saura bien te retrouver un jour. » Oui, je viens de parler du front des 4, du front des 8, mais il faut parler du front des 2 tout de même. Le front des 2, pour moi, il a été assez vite dépassé. J'ai perdu mon père lorsque j'étais très jeune, ma mère lui a survécu quelques années, mais peut-être que la grand-mère a tenu plus de place encore. Alors là, voilà la jeunesse. Voilà comment nous étions vers la 27e année. Voyez-vous, en 40, quand j'ai repris ma plume, la première phrase que j'ai écrite, c'était « J'écris pour le jour de la liberté ». Et alors me voilà. Là, c'est quand nous sommes entrés à Mulhouse. Notre meilleure manière de faire la guerre aux écrivains, c'est d'écrire. Si vous prenez au centre du Vigan, vous mettez un piquet, et à ce piquet, vous attachez une longue corde de 20 km, et vous faites un cercle, eh bien, la moitié de ma littérature entre dans ce cercle. Très bon ouvrage.
Voici. Est-ce que vous avez lu, mademoiselle, Comme le pierre qui tombe? Vous le connaissez? Vous connaissez Comme le pierre qui tombe? Je crois que je prends aujourd'hui, Adeline Vénitia. Vous n'auriez pas pu venir ici vers 1912 quand j'avais 12 ans. Parce que vous m'auriez rendu un drôle de service, comme on dit dans le dialecte contemporain. Parce que nous n'avions pas de livre. Trouver un livre était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une petite bibliothèque comme ça qui s'appelait la Bibliothèque nationale. Des livres qui valaient 5 sous. Et maintenant, vous apportez des livres à domicile. À domicile. Dites-moi, au fond, vous m'avez dit que vous alliez à Revens, à Trèves. Ce sont des pays cantonnés dans la région perdue. Avant, on ne lisait pas là-bas. Vous apportez la lecture, vous apportez non seulement des livres, mais la lecture. Exactement. D'ailleurs, notre but, et nous essayons de la développer au maximum. Nous apportons des livres à Revens, que vous citiez tout à l'heure, pour les enfants, l'école qui subsiste encore, et également pour les vieux paysans sévenois là-haut, auxquels nous essayons d'apporter, ma foi, un peu de l'air.